je crois qu'il y a plusieurs choses à dire. D'abord, on a vécu un bouleversement sans précédent de la régulation en Europe avec la création de l'union bancaire que chacun connaît ici. Ça veut dire une unité de supervision, un superviseur unique, une nouvelle autorité de résolution unique, un fonds de résolution unique, et ça a entraîné, je vais y revenir, des changements extrêmement profonds. En même temps, puisqu'on parle de régulation, ça a entraîné un éclatement des centres de décision à Bruxelles, avec la Commission, le Parlement, les États membres du Conseil, à Francfort, à Londres avec l'EBA, le FSB, alors même qu'il n'y a pas de disparition des superviseurs nationaux. Sur un certain nombre de sujets, ils restent entièrement compétents, la protection de la clientèle, le blanchiment, les rémunérations jusqu'à présent. Et donc, cette interaction fait que le nombre d'interlocuteurs est devenu de plus en plus grand. Et en même temps, il y a des interactions entre les normes qui deviennent de plus en plus importantes. Avec, on a cité IFRS 9, l'interaction des normes prudentielles et comptables, l'interaction avec les normes de marché, la transparence et les exigences de publication, qui ont eu des effets, par exemple, l'année dernière, inattendus. Et donc, tout ceci dresse un portrait de la régulation qui est devenu extrêmement foisonnant. Maintenant, si on se projette depuis la crise, on voit qu'il y a eu des vrais progrès, parce que l'unité de supervision a créé, le croyait-on au début du moins, une forme d'unicité dans l'interprétation de la règle, au moins pour la zone euro, qui pouvait être bénéfique, notamment une unité d'application de la norme prudentielle, puisqu'on a vu que des règles communes en Europe s'étaient traduites par des différences d'application extrêmement importantes. Ensuite, il faut se rappeler que l'union bancaire a été créée dans l'Union européenne au pire moment de la crise. Moi, j'étais à Bruxelles à ce moment-là. Et pour la première fois au monde, on a créé un superviseur qui n'est pas rattaché à une nationalité et qui est au-dessus. Ça a créé en premier temps une forme de crédibilité internationale, puisqu'il faut bien dire en Europe que la supervision d'un certain nombre de superviseurs nationaux a été attaquée. Et donc l'union bancaire, ça a d'abord été une recherche de crédibilité qui a été quand même obtenue. Alors maintenant que j'ai dit ça, votre question, c'est quelles sont les vraies attentes et les attentes d'amélioration. Et les attentes, bien entendu, d'amélioration, parce que les attentes de dégradation, généralement, on n'est pas trop demandeur. Sur l'unité de supervision, on a une vraie inquiétude, parce que ça ne veut pas dire uniformisation des modèles bancaires. Quand on est un superviseur, généralement, on n'aime pas trop que les têtes dépassent, alors que, il faut le dire sans forfanterie, les banques françaises se sont mieux comportées durant la crise, ont mieux traversé la crise, et leur modèle est plus résilient. Néanmoins, on a l'impression d'être tiré par le bas parce que le réflexe du superviseur, c'est quand même de se méfier des grandes banques. Il se trouve qu'en France, on a 4 G-SIB sur les 9 de la zone euro, de voir avec méfiance le modèle de banque universelle, parce que c'est plus compliqué à contrôler quand ce n'est pas purement bancaire, parce que le superviseur européen a des vrais problèmes de base juridique pour s'aventurer sur le domaine non bancaire. C'est le péché originel de sa création en pleine crise. Et parce que l'uniformisation des modèles vise et aboutit souvent à nier les spécificités du modèle économique et des modèles de financement dans les pays. Je cite un seul exemple, c'est le financement de l'immobilier, d'où prêtons quasi essentiellement à taux fixe, enfin à taux fixe, à taux révisable à la baisse, ça aussi c'est une spécificité mondiale, donc il faut l'expliquer aux superviseurs. Il y a un vrai travail de pédagogie. Avant, le superviseur national avait intégré ces affaires. Donc la première attente, c'est d'expliquer que ce n'est pas parce qu'on a un superviseur unique qu'on ne doit pas prendre en compte les spécificités nationales. La deuxième attente, c'est de retirer les fruits de l'union bancaire. Ça a été dit dans la présentation, ça coûte beaucoup plus cher en frais de fonctionnement.
Beaucoup plus cher en frais tout court, le fonds de résolution unique, rien que pour les banques françaises, c'est 15 milliards d'ici 2023. C'est 1,5 milliard à 2 milliards d'euros par an. Et je rappelle que ce n'est pas déductible de l'impôt sur les sociétés, donc ça fait quand même beaucoup d'argent. Et en retour, on aimerait à minima qu'il n'y ait pas besoin de conserver, au moins dans la zone euro, des barrières prudentielles spécifiques. Or, c'est un peu le contraire qui arrive. On voit bien qu'il y a un réflexe de fragmentation de la supervision, j'y reviendrai dans la deuxième question, et qu'il y a des barrières nationales imposées par les superviseurs host. On a l'impression que les établissements payent 2 fois. Ensuite, on a un superviseur unique. On aimerait, et ça a été rappelé, qu'au niveau international, il y ait un vrai poids de l'Europe au comité de Bâle, dans les instances du FSB. Peut-être est-ce un péché de jeunesse, mais aujourd'hui, on ne le voit pas suffisamment, même s'il faut reconnaître qu'il y a eu des progrès dans la représentation de la BCE et du SSM. On aimerait ensuite, et ça a été aussi rappelé, une cohérence des acteurs et des normes. Cohérence entre le superviseur unique et l'autorité de résolution unique, entre ce qui est voté à Bruxelles et ce qui est appliqué dans les normes de niveau 2 avec le BA à Londres. On voit bien qu'il y a des problèmes énormes d'adéquation de la régulation compte tenu du nombre d'acteurs et de la mise en œuvre par le superviseur. À aujourd'hui, pour conclure, on est dans un péché de jeunesse. Est-ce qu'on est seulement dans un péché de jeunesse? Moi, j'ai le sentiment assez pessimiste que quand vous avez donné, si je puis dire, le chéquier de la régulation à plusieurs entités, elles tirent des chèques. On a créé une autorité de résolution unique avec plusieurs centaines de personnes. Ces gens vont s'occuper. Le BA continue à s'occuper. Le SSM s'occupe. Et si on regarde son programme de travail, on voit même qu'au-delà du champ prudentiel, le champ de la régulation bancaire s'étend de manière infinie. Il y a les sujets de gouvernance qui nous occupent beaucoup, de fit and proper. On vous demande comment vous allez vous adapter au Brexit. On vous fait des méthodologies sur les non-performing loans et on a l'impression que, comme toujours dans la régulation, elle est dûment proportionnelle au nombre de régulateurs créés. Et ce nombre a explosé.